Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo pour une initiation à l'utilisation de MATLAB pour l'automatique. Nous nous focaliserons plus particulièrement sur l'automatique classique dite fréquentielle, basée sur la représentation par fonction de transfert. Nous avons déjà fait une présentation de MATLAB en général dans une vidéo avec les basiques. Le lien est dans la description. Nous démarrons directement avec la définition d'une fonction de transfert. Donc, admettons que nous souhaitons définir une fonction de transfert qui s'écrit de la forme donc GS, c'est son nom, 34 sur S carré plus 2S plus 17. On a donc une fonction de transfert d'ordre 2. Pour entrer cette fonction de transfert dans MATLAB, il suffit d'utiliser la fonction TF pour transfer function. Donc d'abord, on va définir une variable qui correspond au nom de notre fonction de transfert. Ensuite TF, et là on va passer en argument deux choses, ça sera deux vecteurs. Ces deux vecteurs vont contenir les coefficients des polynômes du numérateur et du dénominateur. Donc en numérateur on a juste 34, on a un polynôme d'ordre 0, et au dénominateur on a un polynôme d'ordre 2 avec les coefficients 1, 2 et 17. On appuie sur Entrée, et donc voilà notre fonction de transfert définie. On peut voir dans le workspace que la variable g est un objet particulier, c'est un objet de type TF, donc transfer function. À partir de cet objet, il existe différentes fonctions, instructions qui permettent d'avoir des informations sur cette fonction de transfert. Donc par exemple, on peut calculer ses pôles avec la fonction pôle, tout simplement. Donc ici, on a deux pôles, moins 1 plus ou moins 4i, donc deux pôles complexes conjugués, qui sont les racines du dénominateur. On peut calculer les zéros, qui correspondent donc aux racines du numérateur. Donc dans ce cas-là, il n'y en a aucun, donc c'est pour ça qu'on a un retour vide. Je vais définir une deuxième fonction de transfert, un petit peu plus compliquée pour voir les possibilités de ces différentes instructions. Nous allons prendre une fonction h de s égale à s carré plus 1,2s plus 0,2 sur S4 plus 4,5 S cube plus 23 S carré plus 44,5 S. Donc comme précédemment, je vais définir H à partir de la fonction TF et les coefficients du numérateur et dénominateur. Et on n'oublie pas le dernier terme, puisqu'ici le terme d'ordre 0 est égal à 0. Donc il ne faut pas l'oublier, sinon évidemment ça change l'expression du polynôme. Donc encore une fois, pour regarder les pôles, je fais pôle de h. Cette fois, comme on a un polynôme d'ordre 4, nous avons 4 pôles. Les zéros. L'ensemble des zéros peuvent être aussi représentés dans le plan complexe, donc en faisant pz map de notre fonction de transfert. Donc ici on ne les voit pas très bien, mais on peut changer l'échelle en faisant un clic droit propriété. Ensuite dans limite, donc on peut changer l'échelle. Voilà, et donc là on peut voir les deux zéros, donc ils sont repérés par des ronds, et les 4 pôles qui sont repérés par des croix. Si on place le curseur sur un pôle ou un zéro, on peut avoir d'autres informations. Donc par exemple, ce pôle est un pôle donc en moins 2,47. Celui-ci qui est associé à son conjugué sont les deux pôles complexes conjugués de valeur moins 1,01 en partie réelle, plus 4,12 ou moins 4,12i, est associé à ce mode un certain amortissement de 0,239 qui correspondrait à un dépassement de 46% si on avait seulement ce mode-là, et une pulsation naturelle de 4,24 radians par seconde. Ces informations qui peuvent être retrouvées avec la fonction damp. Nous allons appliquer la fonction damp à la fonction transfert g qui est un peu plus simple. Donc g, je le rappelle, avait cette forme, on a un système d'ordre 2. Et donc si je fais damp g, on retrouve ici les pôles de cette fonction de transfert,
l'amortissement associé à ces deux pôles complexes conjugués. Donc effectivement, comme on a des pôles complexes conjugués, nous aurons un régime transitoire pseudo-périodique, et donc un amortissement inférieur à 1. Donc il est ici égal à 0,243. Là, nous avons la pulsation naturelle et la constante de temps, les constantes de temps associées à ce mode. Donc il faut bien voir que ces informations sont associées aux différents modes d'une fonction de transfert, les différents pôles ou pôles complexes conjugués. Donc si je fais damp sur h, qui est une fonction de transfert d'ordre 4, nous allons avoir plus de termes. Donc nous retrouvons ici deux pôles complexes conjugués, leur amortissement, leur pulsation naturelle, et nous avons ici, donc il y avait un pôle en 0, et ici le pôle réel en moins 2,47. Par contre, pour les pôles réels, il ne donne pas d'amortissement. Il met une valeur par défaut à 1. Même si on avait un système d'ordre 2 avec deux pôles réels, on peut calculer l'amortissement en comparant à la forme canonique, mais ici, MATLAB donne une valeur égale à 1. Et on a par contre la constante de temps qui est associée à ce pôle, et donc qui doit être égale à moins l'inverse du pôle. Donc cela donne des informations intéressantes pour donner une idée de la rapidité de convergence des différents modes. Une autre fonction qui peut être intéressante est la fonction ZPK. Donc si je reprends ma fonction de transfert d'ordre 4, donc là on a une forme développée du polynôme du numérateur et du polynôme du dénominateur. Parfois ça peut être intéressant d'avoir une forme factorisée pour faire apparaître explicitement les pôles et les zéros. Donc là pour cela on utilise la fonction ZPK de h, et donc on retrouve cette même fonction de transfert mais en forme factorisée par rapport aux différents modes. On retrouve nos deux zéros au numérateur, nos deux pôles réels en 0 et en moins 2,474, et ici le mode associé aux deux pôles complexes conjugués. Alors je voulais revenir sur un point, sur la fonction P. On retrouve nos deux pôles complexes conjugués avec nos deux croix. Et par contre, il n'y a pas de cercle puisqu'il n'y a pas de 0 pour cette fonction de transfert. Donc nous avions vu qu'on pouvait avoir quelques informations en plaçant le curseur sur les pôles. Donc on retrouve l'amortissement à 0,243. Sur ce graphique, nous pouvons ajouter une grille qui, dans le cas de l'instruction PZMap, ne suit pas les graduations de l'axe des réels et l'axe des imaginaires, mais qui va plutôt montrer des lignes radiales qui partent du centre et qui représente les pôles à coefficient d'amortissement constant. En effet, si je reprends la forme canonique des systèmes du second ordre, donc où on a au dénominateur une forme en S carré plus 2 zeta oméga n S plus oméga n carré, donc avec zeta le coefficient d'amortissement et oméga n la pulsation naturelle. Donc dans le cas où on a des racines complexes conjuguées, ces deux racines vont s'exprimer, donc les deux racines P1, P2 auront une partie réelle égale à moins zeta oméga n, donc plus ou moins selon la racine, I, pour la partie imaginaire, nous allons avoir oméga P, la pulsation propre qui elle-même est égale à oméga n racine de 1 moins le coefficient d'amortissement au carré. Donc nous pouvons représenter ces pôles dans le plan complexe. Je repère mes deux racines complexes conjuguées. Donc, sur la partie réelle, nous avons donc zeta oméga n, moins zeta oméga n. Sur la partie imaginaire, nous avons oméga n racine de 1 moins zeta au carré. La distance à l'origine, ça va correspondre au module de ce nombre complexe. Donc le module, ce module s'exprime comme la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc nous allons avoir ici zeta oméga n le tout au carré plus oméga n carré et fois 1 moins zeta au carré, qui était déjà sous une racine carrée. Et donc ceci est égal à oméga n. Et ensuite l'angle ici, que je vais appeler θ, nous pouvons voir que le cosinus
de θ qui est égale à la partie adjacente sur l'hypoténuse. Nous avons donc que cos θ égale à zeta l'amortissement. Ainsi, l'amortissement est directement lié à l'angle que fait le pôle avec la partie des abscisses négatives. Et plus cet angle est important, plus l'amortissement sera faible, et zeta donc petit. Nous retrouvons les valeurs de zeta en fonction des lignes représentées par la grille, donc ici. Et notre pôle est positionné proche de la ligne associée à un amortissement de 0,24. Nous allons voir maintenant comment il est possible de définir des interconnexions de systèmes, c'est-à-dire combiner plusieurs fonctions de transfert pour réaliser une fonction de transfert plus complexe. Nous allons considérer trois interconnexions de base très classiques. Premièrement, nous pouvons mettre en série deux systèmes. Ces deux systèmes, nous allons les noter G1 et G2. Donc la sortie du premier correspond à l'entrée du second. On parle également de mise en cascade des deux systèmes. Il y a la mise en parallèle. Donc comme son nom l'indique, les deux fonctions de transfert seront en parallèle. On applique la même entrée U aux deux systèmes et on fait la somme de leurs sorties. La somme ou la soustraction. Et enfin, nous pouvons définir l'interconnexion de type feedback ou contre-réaction que l'on rencontre typiquement dans les asservissements lorsqu'on commande le système en boucle fermée. L'idée est que pour chaque cas, nous puissions évaluer la fonction de transfert globale d'entrée U et de sortie Y. Je rappelle la relation pour chaque cas. Dans le cas d'une mise en série de deux fonctions de transfert, la fonction de transfert résultante est la multiplication des deux sous-systèmes. Pour une mise en parallèle, c'est simplement l'addition. Et pour la structure de type contre-réaction, nous avons la relation G1 sur 1 plus G1 fois G2. G1 étant la fonction de transfert de la chaîne directe et G1, G2 la fonction de transfert en boucle ouverte. Commençons par définir deux fonctions de transfert. Une première fonction de transfert, G1 d'ordre 1, et une seconde fonction de transfert G2 d'ordre 1 aussi avec un pôle en 0. Si je veux calculer la fonction de transfert équivalente de la mise en série de deux fonctions de transfert, je peux utiliser la fonction série. Voilà donc la fonction de transfert globale. Nous pouvons aussi utiliser directement l'opération multiplier. Cette opération a été surchargée pour pouvoir gérer les fonctions de transfert, les objets de type TF. Pour la mise en parallèle, on utilise la fonction parallèle. On peut également utiliser directement l'opération plus, lui aussi surchargé pour ce type d'objet. Et enfin, pour l'interconnexion feedback, on va utiliser tout simplement une fonction qui s'appelle feedback, qui prend deux arguments. Le premier argument correspond à la fonction de transfert qui est dans la chaîne directe, et le deuxième argument à la fonction de transfert qui est dans la chaîne de retour. Donc là, je calcule la fonction de transfert en boucle fermée en rapport avec le schéma que j'ai dessiné tout à l'heure. Alors, on pourrait tenter de faire ce calcul avec les opérations standards. Donc par exemple, si je reprends la formule que j'avais tout à l'heure, de la fonction de transfert en boucle fermée, on aurait G1 sur 1 plus G1 fois G2. Donc si je fais ce calcul, ça marche. Cependant, on voit que le résultat est plus compliqué que le précédent, et cela vient du fait qu'en faisant ce calcul, il ne fait pas certaines simplifications. Donc si je refais ce calcul, donc on va appeler cette fonction de transfert f, voilà, et je vais faire un ZPK de f. On voit qu'il y a un 0, S plus 2 et un pôle S plus 2 qui ne se sont pas simplifiés. Ce qui conduit donc à une expression qui est plus compliquée que ce qu'elle n'est en réalité. Donc en fait, on obtient bien le même résultat entre ce calcul et l'utilisation de feedback, mais feedback permet de prendre en compte des éventuelles simplifications. Il existe également une fonction qui permet de calculer le gain statique d'une fonction de transfert. Son nom est dcgain. Le gain statique de G est donné par 2. Je rappelle que le gain statique est défini par la valeur
de la fonction transfert lorsque S tend vers 0 ou égal à 0. Donc ça dépend si cette valeur est finie ou pas. Donc dans notre cas, G est égal donc à cette expression. Nous allons nous intéresser maintenant à la réponse temporelle d'une fonction de transfert. Il s'agit de calculer la réponse y de t, en temporel donc, pour une entrée u de t donnée que l'on spécifie. Donc pour cela, on utilise beaucoup la fonction step. Step qui correspond à la réponse à un échelon. Donc en tapant step de g, je vais avoir la réponse à un échelon d'amplitude 1 de la fonction de transfert. On peut voir donc ici l'évolution de y de t. On peut voir qu'il y a des oscillations. C'était prévisible puisqu'il y avait des pôles complexes conjugués. Nous avions d'ailleurs vu qu'il devait y avoir un dépassement de l'ordre de 45%. Donc nous pouvons vérifier cela en faisant un clic droit et en affichant des caractéristiques sur la réponse temporelle. Donc par exemple, peak response qui donne le dépassement. Et on retrouve donc les 45% qui étaient donnés lorsqu'on étudiait les pôles. Ensuite, on peut obtenir l'information du temps de réponse, setting time, qui est le temps de réponse à 2%. On peut changer cette valeur de 2% dans les propriétés en allant dans Options et en spécifiant ici 5%. C'est souvent une valeur qu'on utilise. Donc le temps de réponse à 5% est ici de 2,63 secondes. On peut regarder la valeur finale qui était déjà affichée, qui correspond à la valeur de 2. Cette valeur de 2 était également prévisible puisqu'on a un échelon en entrée d'amplitude 1, et puisque le gain statique est de 2, donc ça fait 2 fois 1 égale à 2. On peut également regarder le temps de montée. Nous trouvons pas mal d'options qui permettent d'analyser les caractéristiques temporelles de cette réponse indicielle. Ici, la simulation est faite sur 6 secondes. On peut également refaire une simulation en spécifiant le temps de fin. On spécifie pour cela un deuxième argument, un nombre, par exemple 8, qui va simuler la réponse de notre système mais sur 8 secondes. Si on veut calculer la réponse à un échelon d'amplitude différente de 1, par exemple 3, il suffit de multiplier g par 3, parce que finalement ce n'est qu'une histoire de pondération sur le signal. Avec un gain statique de 2, on retrouve donc une valeur finale de 2 fois 3 égale à 6. Une autre façon d'utiliser la fonction step est de mettre des arguments en sortie de la fonction pour récupérer la valeur de y, la sortie, et le vecteur temps. Donc je peux voir que ces vecteurs, ils ont une certaine longueur, ici de 101, et y, évidemment de même taille, pour pouvoir ensuite les tracer, donc de 101 également. À partir de ces informations, je peux les utiliser pour différents calculs en fonction de mon besoin, et si j'ai besoin de les tracer, je peux toujours faire un plot de t, y, ce qui me donne naturellement la même réponse que ce que j'obtenais avec un step. Si j'ai besoin de tracer plusieurs réponses sur la même courbe, je tape alors hold on pour lui demander de ne pas effacer et retracer sur une nouvelle courbe mon nouveau step, mais pour garder la même figure et superposer le nouveau tracé. Nous pouvons visualiser alors les deux réponses de G1 et G. De façon automatique, il va changer la couleur au fur et à mesure qu'on rajoute des tracés. On pourrait bien sûr spécifier nous-mêmes le tracé, et par exemple, je pourrais décider de le tracer en vert avec des traits discontinus. Ensuite, en cliquant sur différents éléments de la courbe, on peut éditer les propriétés à la fois des axes, des courbes, et choisir la représentation que l'on souhaite avoir. Step est dédié à la réponse à un échelon. On peut également tracer la réponse à une impulsion, donc une impulsion de Dirac, avec la commande impulse. Et on peut observer donc comment répond le système à cette impulsion.
De façon plus générale, il existe la fonction LSIM. Donc LSIM peut être utilisé de différentes façons. Il doit avoir au minimum comme argument le système pour lequel on va tracer la réponse temporelle, le vecteur d'entrée et le vecteur temps. On va donc d'abord définir un vecteur temps qui va aller de 0 à 6 secondes par pas de 0,1. Notre vecteur d'entrée U. Et si je souhaite refaire la réponse à un échelon, je vais définir U comme une constante. Donc par exemple avec que des 1, on va faire un vecteur de 1, un vecteur ligne qui aura la même longueur que T. Je peux maintenant faire ma simulation avec G, U et T. On retrouve donc notre réponse indicielle comme tout à l'heure. Et la fonction a également tracé la valeur de l'entrée, qui était donc une constante, un échelon d'amplitude 1. Bien évidemment, on peut tracer la réponse temporelle à des entrées très variées. Il suffit simplement de définir la fonction correspondante. Donc, par exemple, si je veux tracer la réponse à un sinus, on va définir U comme le sinus de, par exemple, 5 fois T. Donc là, on a en bleu la réponse Y de T, et en noir, l'entrée sinusoïdale U de T. Donc, par contre, on voit que la sinusoïde est assez saccadée, à la fois en entrée et en sortie, et cela vient du fait que nous n'avons pas pris un pas suffisamment fin pour bien représenter les courbes. Nous allons donc redéfinir notre vecteur temps, avec un pas 10 fois plus fin. Donc cette fois, évidemment, le vecteur est plus grand. Il faut mettre à jour l'entrée. Et on peut refaire notre simulation. On voit donc une représentation plus fidèle à la réponse. On voit donc qu'on a une grande liberté dans le choix de l'entrée U. On pourrait mettre des valeurs même aléatoires. Il existe une fonction qui permet de générer des signaux périodiques. Il s'agit de la fonction gensig. On peut voir la syntaxe ici. Elle permet de générer 3 types de signaux. Des signaux de type sinusoïdal, carré et des impulsions. Générons par exemple un signal carré de période 4 secondes sur une durée totale de 12 secondes. Par défaut, l'amplitude du signal périodique est de 1. Après, rien n'empêche de multiplier U par une constante pour pouvoir avoir un signal d'amplitude différente. Et nous pouvons donc voir la réponse temporelle à notre signal carré qui correspond finalement à une succession d'échelons. Nous nous intéressons maintenant à la réponse fréquentielle d'une fonction de transfert. Pour rappel, la réponse fréquentielle s'intéresse à la réponse d'un système à une entrée sinusoïdale à une certaine pulsation oméga ou fréquence. Le signal de sortie sera également une sinusoïde de même pulsation, mais d'amplitude et de phase différentes. Le gain ou atténuation en amplitude et le déphasage dépendent de la fréquence oméga. Donc la réponse fréquentielle va chercher à représenter l'évolution du gain et du déphasage en fonction de la fréquence. Pour cela, nous utilisons 3 représentations, le diagramme de Bode, le diagramme de Black-Nichols et le diagramme de Nyquist. Le diagramme de Bode est simplement obtenu en tapant Bode de G. On obtient donc la représentation avec le gain en décibels et le déphasage en degrés en fonction de la fréquence, en radians par seconde. On peut cliquer sur la courbe pour obtenir les valeurs aux différentes fréquences. Donc par exemple, ici, à la fréquence de 1,82 radians par seconde, on a un gain de 7,63 décibels et un déphasage de moins 14,8 degrés. En faisant un clic droit sur la courbe, on peut afficher certaines caractéristiques. Notamment dans Propriétés, on peut aussi changer les unités. Et par exemple, afficher le gain pas en dB, mais en valeur absolue, le déphasage en degrés ou en radians, et la fréquence en radians par seconde, Hertz, ou autre unité adaptée à notre utilisation. Le diagramme de Black-Nichols est obtenu
en tapant la fonction Nichols de G, qui trace donc le gain en décibels en fonction du déphasage. Il est intéressant pour ce graphique d'afficher la grille, car il affiche la bague de Black et permet de voir sur le diagramme de Bode de la boucle ouverte, donc de G, le gain obtenu en boucle fermée. Donc ce sont les isogains qui sont représentés ici en noir. Enfin, le lieu de Nyquist est obtenu à partir de la commande Nyquist, qui trace donc le lieu de la fonction de transfert dans le plan complexe, avec les réels en abscisse et les imaginaires en ordonnée. On peut cliquer sur la courbe pour avoir différentes informations, les valeurs de partie réelle et partie imaginaire, et surtout la valeur de la pulsation ou fréquence correspondant au point sélectionné. Une flèche montre le sens des oméga croissants. Par défaut, MATLAB trace le lieu de Nyquist pour les fréquences positives et négatives. Donc cette partie correspond au tracé avec les fréquences positives, et celle-ci, c'est pour les fréquences négatives. Parce qu'il trace en fait le lieu à partir du contour de Nyquist. Donc si on veut retirer la partie négative, il suffit de faire un clic droit, Show, et de décocher Negative Frequencies. La croix rouge ici correspond au point de coordonnées 0-1. C'est le point critique. C'est ce point qui est utilisé lorsqu'on applique le critère de Nyquist ou le critère du revers pour analyser la stabilité d'un asservissement, donc c'est-à-dire du système en boucle fermée, à partir du tracé du système en boucle ouverte. On peut montrer les marges de stabilité en faisant un clic droit, All Stability Margin. Donc là, on voit seulement la marge de phase, qui permet aussi de déterminer la marge de délai. On a d'ailleurs la conclusion ici sur la stabilité de la boucle fermée en appliquant le critère du revers. La marge de gain ici n'est pas montrée parce qu'elle est en fait infinie. Concernant les marges de stabilité, nous pouvons également utiliser la fonction margin qui va tracer dans le diagramme de Bode les marges de stabilité. Donc elles sont indiquées ici en haut. Donc on voit qu'on a une marge de phase de 24 degrés. On donne la fréquence à laquelle elle est mesurée. C'est ici, la pulsation de coupure à 0 dB. Et la marge de gain, par contre, est infinie parce qu'on ne coupe jamais moins 180 degrés. On arrive asymptotiquement à cette valeur. Une dernière fonction intéressante pour calculer la réponse fréquentielle est la fonction FREC-RESP. Qui, donc, comme son nom l'indique, va calculer la réponse fréquentielle. Donc il existe différentes façons de l'utiliser, soit en spécifiant seulement le système, en spécifiant un vecteur des fréquences. On peut spécifier les unités à utiliser. Donc H est un vecteur de nombres complexes qui représente donc cette réponse fréquentielle. Par contre, ce vecteur H a un format particulier avec 3 dimensions parce qu'en fait, FREC-RESP permet de calculer la réponse fréquentielle d'un système à plusieurs entrées, plusieurs sorties. Nous nous restreignons à un cas avec une entrée, une sortie. On va reformater H pour qu'il corresponde à un simple vecteur. Donc, vous pouvez voir ici que H est passé d'un vecteur à 3 dimensions à un simple vecteur colonne. W doit être également un vecteur colonne. Donc à partir de ça, on peut tracer par exemple le gain de notre réponse fréquentielle. Le gain qui est donc défini par la valeur absolue de la réponse. Généralement, le gain est tracé en décibels. Donc on va opérer le calcul de 20 fois log de la valeur absolue de H. Alors, log 10, c'est pour spécifier le logarithme décimal. Si on mettait seulement un log, il correspond au logarithme népérien en fait. Voici donc le gain en fonction de la fréquence en décibels. La forme de ce tracé peut paraître étrange, mais c'est parce que nous sommes ici en échelle linéaire et que généralement quand on représente une réponse fréquentielle sur une plage de fréquence importante, il est plus opportun de le représenter avec une échelle logarithmique. À ce moment-là, on n'utilise plus la fonction plot, mais plutôt semi-log x qui permet de tracer un graphique dont l'échelle sera logarithmique sur les abscisses. Il existe évidemment la fonction semi-log y pour une échelle logarithmique seulement sur les y. Nous retrouvons donc le diagramme de Bode que nous avons tracé tout à l'heure
seulement la partie gain. Pour le déphasage, il suffit de tracer l'argument de h. Ceci est réalisé par la fonction angle, qui donne l'argument d'un nombre complexe en radians, et que nous allons donc convertir en degrés. Nous pouvons alors retrouver le diagramme de phase de G du diagramme de Bode. Frey-Cresp peut être aussi utilisé pour avoir la réponse fréquentielle pour une fréquence donnée spécifique. Par exemple, dans ce cas-là, je demande la réponse fréquentielle à la pulsation 1 radian par seconde. Donc h évidemment est un nombre complexe, et si je veux avoir le gain en décibels, il me suffit de calculer 20 log de 10 valeur absolue de h. Cela donne un gain de 6,47 dB. Et le déphasage, à partir de l'argument de h, un déphasage de moins 7,125 degrés. Je peux m'amuser à vérifier ça sur le diagramme de Bode, parce que ce que je viens de faire, cela correspond à un point du diagramme de Bode. Et on va chercher le point à la fréquence de 1 radian par seconde. Évidemment, à la place d'une fréquence particulière, on peut nous-mêmes spécifier un vecteur de réponse et remettre W à un vecteur qu'on a choisi. Et pour cela, on peut utiliser la fonction logspace qui prend 3 arguments. Le premier argument spécifie le premier point du vecteur en puissance de 10. Donc ici, nous définissons le premier point comme 10 moins 1, c'est-à-dire 0,1. Le second argument, le dernier point du vecteur. Donc ici, cela correspond à 10 puissance 2, soit 100. Et le vecteur est découpé en 1000 valeurs. Donc on voit bien que le vecteur W contient 1000 points, mais organisé en échelle logarithmique. Nous retraçons cette fois le diagramme de gain en ayant spécifié cette fois une bande de fréquence entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance 2 radians par seconde.